Le Fonds du 11 janvier présente... Ce qu'on retiendra de cette journée, c'est d'abord la foule immense, unie, parfois émue et parfois joyeusement bruyante. La spontanéité d'une foule anonyme, le peuple de France dans toute sa diversité s'est levé aujourd'hui. Racisme, préjugés, théorie du complot, antisémitisme, éducation aux médias, laïcité. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble ? Esprit critique, es-tu là ? Une collection de podcasts originaux de 7 épisodes pour déconstruire, apprendre, comprendre et s'ouvrir. Il y a un avant et un après Charlie. La génération qui vient devra être résiliente, éclairée, critique et armée face à l'influence des réseaux sociaux, l'enfermement algorithmique, face aux manipulations, à la montée des extrémismes et des radicalités. L'époque est à la défiance, à l'amplification et à l'accélération. Cependant, tout n'est pas sombre. Des femmes et des hommes s'attellent chaque jour pour faire une place à la pensée critique, stimuler la réflexion, déconstruire les préjugés, apprendre à comprendre les médias et à détecter le vrai du faux, se réapproprier le sens des images, reprendre les fondements de la laïcité sans diaboliser le fait religieux. Tout cela pour réapprendre à vivre ensemble. Cette collection de podcasts, produite par le Fonds du 11 janvier, nous emmène aux 4 coins de la France, à la rencontre de ces acteurs engagés qui œuvrent sur le terrain, souvent dans l'ombre, pour que la jeunesse qui vient soit armée face aux grands défis qui l'attendent. Épisode 1. Une ouverture d'esprit critique. Jean-Marie Destré, vous êtes le délégué général de la Fondation Caritas France. C'est une fonction qui permet d'éclairer un peu le rôle d'initiateur que vous avez eu pour créer ce fonds si particulier du 11 janvier. Comment ça a commencé ? Ça a commencé au soir de la manifestation du 11 janvier, où en tant que citoyen, avec ma femme, mon fils, nous sommes allés manifester à Paris. Et en rentrant à la maison, je me revois assis dans le canapé et me dire il s'est passé quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, mais est-ce que c'est bien suffisant d'avoir manifesté ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas faire quelque chose de plus ? Mon métier, c'est de diriger une fondation, la Fondation Caritas, qui est dédiée à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion. Donc on est à la fois loin de ces thèmes de la radicalisation, du terrorisme, et d'un autre côté, on sait intuitivement qu'on en est aussi très proche. Et c'est ce soir-là, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé quelques collègues et je leur ai dit est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse quelque chose ensemble ? Et on s'est retrouvés très rapidement, 48 heures après, au Centre français des fonds et des fondations qui regroupent plus de 300 fondations en France qui sont dans tous les champs de l'intérêt général. Et là, je leur ai dit, j'ai vraiment l'intuition qu'il faudrait qu'ensemble, on mette des ressources ensemble, qu'on s'inscrive dans du temps long pour essayer d'apporter une réponse à ces problèmes qui ont secoué notre société. Et on était face à une page blanche qu'il fallait écrire ensemble. Aujourd'hui, nous ouvrons cette collection par un voyage, un départ vers Bruxelles où sont réunis pour une journée de rencontres et d'échanges 4 associations françaises soutenues par le Fonds du 11 janvier et 4 associations belges sélectionnées dans le cadre de l'appel à projet #MédiaEduc. Nous vous proposons la restitution de cette immersion dans le chaudron de l'échange et la fusion des idées qui a pu se réaliser dans le cadre du partenariat tripartite avec la société Thalys, la Fondation Roi Baudouin et le Fonds du 11 janvier. On part tous, Frédéric Delcroix, avec quelques associations françaises, il y en a 4, et on va parler sous l'égide de la Fondation du Roi Baudouin, sous celle du Fonds du 11 janvier, et un peu aussi, grâce à vous. Expliquez-nous comment tout ça a commencé. Donc on est très content d'être là en effet dans le train aujourd'hui avec toutes ces associations, parce que pour nous c'est évidemment très émouvant, même je dirais pour Thalys.
Le début de cette histoire, c'est évidemment pour nous le tournage du film de Clint Eastwood, qui s'est inspiré de l'attaque que nous avons subie le 21 août 2015 et de l'intervention de nos agents et des voyageurs américains pour donner une issue positive à cette histoire. Et quand on a accepté de ce tournage et cette histoire finalement, c'était très important d'emblée pour nous de donner un sens à l'ensemble de cette aventure commune, en repartageant avec les acteurs qui travaillent sur le sujet de la diversité, du vivre ensemble, parce qu'à notre échelle, on a considéré que finalement le seul sujet qui comptait et ce qu'on voulait en retenir, c'était ça, c'était comment aller tous ensemble vers du mieux sur le thème du respect, des différences, de l'interculturalité et d'une meilleure compréhension les uns des autres. On s'est rendu compte que personne n'avait la compétence, l'expérience pour répondre à ces problèmes sociaux que nous venions de vivre ensemble. Jean-Marie Destré, Caritas France. Et donc le pari a été de dire, nous sommes extrêmement différents parce que nous avons trouvé autour de la table la Fondation de France, mais la Fondation SNCF, la Fondation du Mémorial de la Shoah, la Fondation Caritas, une fondation bancaire, une petite fondation familiale, la Fondation Hippocrène, voilà, différentes fondations. Et puis, nous avons aussi réuni le Secours islamique, la présidente de tous les mouvements de scouts et guides en France. Nous avons réuni des gens extrêmement différents. On est très différents et pourtant on s'est réunis pour mettre évidemment un petit peu d'argent. Marianne Échette, déléguée générale de la Fondation SNCF. On a tâtonné, on s'est dit mais comment on prend le sujet, c'était pas facile, on a beaucoup réfléchi, on s'est entouré d'experts, etc. Et puis voilà, on a soutenu en 4 ans 50 associations. Voilà, c'est un beau sujet sur des sujets donc de la formation en général, globalement de la formation à l'esprit critique pour la jeunesse et aussi pouvoir outiller la communauté éducative. On avait ces 2 volets-là. Je crois qu'aujourd'hui, le bilan est assez positif. Okay. Vous allez vers la voiture 5, madame. Donc aujourd'hui, c'est tout le monde ensemble. Donc c'est vrai que pour nous, c'est très émouvant. C'est un petit peu comme si on bouclait la boucle. Nous sommes où, ici ? Nous sommes à la Fondation Roi-Baudouin, à Bruxelles. Donc, le cœur historique de Bruxelles. Dans le cœur historique de Bruxelles, oui. Fabrice de Kerkhove, coordinateur de projet, Fondation Roi-Baudouin. Qu'est-ce qui se trame ? On va discuter de choses très sérieuses aujourd'hui sur l'éducation aux médias, la lutte contre les préjugés et les discours de haine, dans le cadre d'une rencontre franco-belge inédite. Vous avez réuni qui ? Alors on a réuni des porteurs de projets soutenus par la Fondation Roi-Baudouin avec l'aide de Thalys et des porteurs de projets soutenus par le Fonds du 11 janvier qui travaillent sur des thématiques semblables et qui vont échanger des idées, des pratiques et espérons aussi des pistes de solutions par rapport à des problématiques très contemporaines comme les fake news, les théories du complot et comment on peut aider les jeunes à devenir plus critiques vis-à-vis des médias qu'ils consomment et dont ils sont eux-mêmes producteurs. Aider la communauté scolaire aussi à développer des outils pour travailler sur ces thématiques-là. Et voilà, le reste c'est à venir. Ça commence ? Ça commence, voilà. Est-ce qu'il faut dire en introduction à quel point les phénomènes de fake news et théories du complot sont au cœur de l'actualité ? Françoise Pissard, directrice, Fondation Roi-Baudouin. On a besoin vraiment de stratégies pour rendre les nouvelles générations plus critiques envers ces contenus. De plus en plus, non seulement les jeunes sont les destinataires de ces contenus, mais aussi les diffuseurs. Et on sent tous que tout cela met en péril la cohésion sociale et le vivre ensemble. Donc maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, avec en prélude à vos échanges 2 interventions
D'une part, Patrick Vernier, donc président du Conseil supérieur de l'éducation aux médias. La parole est à vous. C'est peut-être mieux de prendre le micro quand même. Oui, bien sûr. Vous avez compris, mon propos, c'est surtout l'éducation aux médias. Alors, avant de toucher à la question modestement de la liberté d'expression, je voulais simplement pointer quelque chose qui permet de prendre un peu de hauteur. Toutes ces questions liées à notre environnement médiatique, à l'activité citoyenne, à l'expression, mais ce n'est pas neuf. Ici, je m'appuie sur le concept de pharmakon. Désolé si je n'ai pas la bonne prononciation, je n'ai pas fait de grec ancien. Alors, ce terme, il a été mis en avant, bien sûr, par Derrida dans les débuts des années 70, mais il est issu, effectivement, il a été pointé, en tout cas, dans le dialogue de Phèdre, écrit par Platon. Et ce pharmakon désigne à la fois une substance qui est à la fois le remède et le poison. Quelque chose qui contient en lui-même une ambivalence permanente. Alors je vous demande simplement de considérer que nos environnements médiatiques, les réseaux sociaux, les médias sociaux, peu importe, contiennent potentiellement à la fois le remède, et je crois que tous les jours on peut montrer aussi tous les aspects positifs de notre activité médiatique, mais aussi un style, le poison, cette ambivalence permanente qui caractérise notre environnement médiatique. Platon, d'ailleurs, dans ce dialogue, désigne cette ambivalence en prenant appui d'abord sur Platon lui-même, qui dit que si les sophistes ont pris le contrôle des esprits, c'est parce qu'ils ont pris le contrôle de la technique de l'écriture, forme médiatique évidemment initiale. Voilà, on constate dans ce dialogue de Phèdre qu'effectivement, il y a cette ambivalence permanente. Et je pense que tous, d'une façon ou d'une autre, peu importe la thématique et la nature de nos projets, nous travaillons dans cette ambivalence permanente. Marie Pelletier, donc historienne, chercheuse et enseignante, spécialiste des théories du complot, qui a publié plusieurs ouvrages sur cette question, dont le dernier Obsession, paru en 2018. La parole est à vous. C'est peut-être mieux de prendre le micro quand même, si ça vous dérange. Oui, bien sûr. Alors, je voulais juste vous donner quelques mots sur un outil d'analyse des discours. Alors, cet outil, il est basé essentiellement sur les observations que j'ai pu faire. Et évidemment, je me suis inspirée de beaucoup d'autres auteurs et d'autres chercheurs sur qu'est-ce qui finalement a structuré la parole publique depuis une vingtaine d'années, quels sont les objets sémantiques qui reviennent en boucle et quelles sont les obsessions contemporaines qui font bugger, entre guillemets, tout le monde. C'est-à-dire sur lequel le débat public est tout le temps en train de choper, de trébucher, et qui font que sur ces objets sémantiques-là, on voit en permanence des discours de désinformation circuler. Alors, j'ai dessiné deux grandes lignes de fond, deux grandes obsessions contemporaines. Alors, d'une part, il y a ce qu'on peut appeler de manière générale le récit, évidemment, anti-système. Alors, la posture anti-système, c'est une vieille posture historique. On pourrait en refaire l'historique, c'est pas quelque chose de nouveau. Mais disons qu'à partir de l'entrée dans les années 2000, on a eu une série d'acteurs idéologiques qui ont proposé un contre-récit, donc à ce qui serait le discours officiel. Dans ce contre-récit, ils ont particulièrement insisté sur la composante anti-système, donc anti-institution démocratique, on pourrait dire, et aussi très fort liée à la question de l'anti-impérialisme. Donc c'est une posture qui est très arrimée à l'imaginaire anti-impérialiste, anti-camp occidental, anti-sioniste, évidemment aussi. Il y a toute cette posture évidemment qui vient charrier aussi de l'antisémitisme à la faveur de cette lecture-là. Et donc on a eu, depuis le 11 septembre 2001 notamment, toute une série de théories du complot, notamment, qui ont utilisé cette posture anti-système, donc en disant en quelque sorte le système vous ment, le système désignant les médias et les politiques comme travaillant main dans la main, il vous ment, il vous donne un faux récit sur les événements, et donc nous, on va vous donner le récit alternatif et on va vous donner la vérité sur ce qui s'est réellement passé. Alors, donc ça, c'est la première grille, la première ligne de fond qu'on peut qu'on peut facilement reconnaître dans beaucoup de prises de position des uns et des autres. La deuxième ligne de fond, c'est celle que j'appelle la ligne de fond civilisationnelle, l'imaginaire civilisationnel.
c'est que les années 2000, c'est aussi le retour de la question identitaire, et c'est aussi, évidemment, autour du 11 septembre 2001 notamment, c'est aussi la réactivation de tout le vieux schème civilisation barbarie, qui est un vieux mantra dans notre histoire, évidemment, mais qui a été réactivé, évidemment, à la faveur notamment de l'événement traumatique du 11 septembre et de l'attentat contre le World Trade Center. Alors, cet imaginaire civilisationnel, il s'est beaucoup cristallisé ces 20 dernières années, notamment autour de la question de l'islam. Et évidemment, comme les attentats sont des attentats qui sont commis par des personnes se revendiquant de l'islam radical, il y a eu une espèce il y a quelque chose qui a été nourri, c'est une obsession de plus en plus grande à l'égard de l'islam et de ce qu'on peut appeler, de ce que certains chercheurs vont appeler le problème musulman, c'est-à-dire des discours qui de plus en plus présentent l'islam comme un problème à régler dans nos sociétés ou une menace pour nos sociétés. Et donc, on a en fait ces deux lignes de fond qui cohabitent en permanence, parce qu'il ne faut pas croire que ces deux lignes de fond s'opposent. En fait, elles vont ensemble la plupart du temps. Merci à vous. Après avoir écouté les exposés brillants de Patrick Vernier et Marie Pelletier, les deux experts invités par la Fondation Roi-Baudouin et le Fonds du 11 janvier, ces premières rencontres s'ouvrent maintenant à la réflexion commune et aux échanges d'expériences. Les 8 associations françaises et belges, travaillant chacune à leur façon sur ces thématiques, sont à présent réunies autour de 3 groupes: l'éducation aux médias, la déconstruction des préjugés et la lutte contre les propos haineux. De ce partage d'expériences devra naître une synthèse qui sera exposée à la fin de cette matinée studieuse et conviviale. C'est de l'avis de tous ceux qui sont présents ce jour-là dans les locaux de la Royal Fondation belge une première que d'échanger et de se rencontrer, peut-être ne plus se sentir un peu isolé. Rudy, vous allez être un très bon rapporteur. Je rapporte énormément, moi. C'est mon métier de rapporter, d'ailleurs, les choses. On reprécise qui vous représentez. Alors, Rudy Reichstadt, je représente l'Observatoire du conspirationnisme au travers du média qui est édité par notre association, qui est Conspiracy Watch, qui est un site d'approche critique des théories du complot, du conspirationnisme en général, du négationnisme également, et qui propose à la fois des déconstructions de ces phénomènes-là et de documenter ce phénomène de manière la plus complète possible. Là, on s'est mis à quelle table ? Quel groupe de travail ? Au groupe de la déconstruction des préjugés. Voilà. Et évidemment, les théories du complot, elles naissent en partie des préjugés et elles les aggravent aussi, ces préjugés en retour. Donc on est en plein au cœur du sujet. Donc moi c'est Olivier Leleu, je travaille à la Fondation Roi-Baudouin, mais particulièrement au musée Bellevue, il y a 2 parties dans le musée. Il y a une partie musée, comme son nom l'indique, mais on fait aussi pas mal d'animations sur la citoyenneté, la démocratie, la justice. Et donc je suis enseignant détaché et j'anime et je crée les workshops pour le musée Bellevue. Et on en a fait un justement cette année sur les préjugés, la déconstruction des préjugés. Et donc je trouve que c'était l'occasion de discuter avec vous de tout ça et de voir un peu vos retours d'expérience aussi sur ces sujets. Donc je suis Souad Belladad, fondatrice de Citoyenneté Possible en France, qui lutte contre racisme et antisémitisme et discrimination. Puis comme on en a marre de lutter contre, on est maintenant vraiment décidément en faveur du dialogue citoyen et de la cohésion sociale. Et on travaille sur le terrain, d'une part en intervention auprès de jeunes, sur les questions de code commun, de langage. On est très obsédé par la question du langage. Et puis beaucoup sur l'accompagnement des adultes, des acteurs de terrain, des travailleurs sociaux, parce qu'ils auront beaucoup plus d'impact sur les jeunes et sur ces questions justement de déconstruction de préjugés et surtout, mais peut-être on va y revenir, sur une fois qu'on a dit que la théorie du complot, ça existait, voilà comment ça marche, comment faire pour travailler sur les affects, parce que la plupart du temps, nous, on a des gens qui, la belle affaire. Ok, on sait, d'accord, on a compris, mais ça ne modifie pas pour autant, en fait, le ressenti profond, quoi, voilà.
La réponse paresseuse, longtemps, ça a été de ridiculiser cette théorie du complot en disant finalement tout ça, ces gens-là sont des dingues. C'est un phénomène mental, un trouble mental, psychique, et donc pas la peine de s'en occuper. En passant à côté du fait que non, ces choses-là relèvent d'un discours politique, éminemment politique, et qu'on n'est pas dans un phénomène clinique qui est de l'ordre de la paranoïa, par exemple, on est vraiment dans un discours politique. Et donc, ce que propose un média comme celui dont je m'occupe, Conspiracy Watch, c'est de répondre aux arguments complotistes, parce qu'on estime que tomber dans une théorie du complot, ce n'est pas anormal. On n'a pas besoin d'être psychiquement dérangé pour devenir complotiste. Il y a plein de bonnes raisons, entre guillemets, des biais cognitifs, etc., qui font qu'on est séduit par ces contenus-là. Et donc l'idée, c'est d'y répondre, argument par argument, et de mener ce travail critique en misant sur ce qui reste de cartésianisme, enfin en tout cas d'esprit critique quand même dans nos sociétés, puis en faisant ce pari un peu optimiste, c'est vrai, même si par ailleurs on a de très bonnes raisons d'être pessimiste, je suis d'accord. Voilà. Patrick Vernier, à quelle table je me trouve là ? Alors c'est la table éducation aux médias. Qu'est-ce qui vient de se dire ? Ce qui est pointé ici, effectivement, c'est quand même les témoignages d'associations de dispositifs français comme belges qui montrent la difficulté et la posture qui devient de plus en plus complexe pour un journaliste qui doit à la fois montrer les limites et les qualités de son métier de professionnel d'information, mais en même temps travailler sur des notions comme éveiller la curiosité par rapport à l'information, continuer aussi à travailler à l'émancipation critique, y compris par rapport à son propre travail. Donc voilà, c'est de nouveau cette complexité qui est mise en avant et que des journalistes, manifestement, se préparent de plus en plus, en tout cas sont confrontés à ces postures qui changent par rapport à leur rôle dans l'éducation aux médias. On voit bien en observant ce qui se passe qu'on est loin du compte et que nos systèmes démocratiques sont loin de garantir à chaque citoyen le minimum de compétences médiatiques nécessaires à évoluer dans cet environnement médiatique contemporain. Donc je veux dire par là qu'il y a sans doute un décalage entre la volonté politique exprimée et les actes. Moi, je n'ai jamais rencontré de parti politique ou d'homme politique qui était contre l'éducation aux médias. Par contre, quand il s'agit de concrétiser, de voir structurer de manière systémique l'éducation aux médias dans le système scolaire, quand il s'agit de renforcer le rôle d'acteurs sociaux, culturels sur le terrain, il y a parfois une déperdition forte, un décalage entre le discours et les actes politiques. Le moment a sonné de livrer ses copies à l'ensemble des convives réunis. Des brèves synthèses, comme autant de pistes de réflexion autour de ces trois thématiques explorées avec ferveur lors de ces échanges spontanés. Des réflexions, comme autant de pistes à suivre et à prolonger. Alors, excusez-moi de vous interrompre à nouveau, mais l'algorithme de mon téléphone me dit qu'il est temps... Il est temps de faire une petite pause et de tirer quelques conclusions. Alors, je propose de passer le micro à un membre de chaque groupe successivement pour tirer quelques conclusions, si vous en avez, des recommandations, des idées éclairantes. Alors, qui veut commencer ? Eh bien voilà, on va commencer par la déconstruction des préjugés. Alors, notre groupe a travaillé sur la déconstruction des préjugés et je crois que nous étions tous d'accord, donc nous vous demandons d'être d'accord avec nous sur le fait que rien n'était possible de l'éducation aux médias, de la lutte contre les propos haineux, etc., si on ne commençait pas par cette question de déconstruction des préjugés. Donc nous sommes échangés nos expériences et nous avons des expériences intéressantes parce que complémentaires, c'est-à-dire qu'il y a des productions qui sont des productions vraiment théoriques avec des contenus consistants concernant le site Conspiratory Watch.
Voilà. Et puis des expériences plus de terrain de nos amis belges et de moi-même, c'est-à-dire avec des publics jeunes et adultes, et avec des approches qui sont des approches plus exploratoires et plus travaillant aussi sur l'interactivité, l'empathie et l'émotionnel. Parce que nous avons fait un premier constat, c'est que pour nous, l'approche rationnelle, elle est vraiment insuffisante, puisque la haine étant un objet qui ne répond pas du tout à du rationnel, il nous semble qu'y répondre de façon logique, argumentée, rationnelle, n'est peut-être pas toujours approprié, ou en tout cas est incomplet. Et un point qui nous a beaucoup frappé, c'est la question de l'absence ou le déficit de ce qu'on appelle le récit alternatif, c'est-à-dire arriver à sensibiliser sur le fait que les préjugés, quand ils sont négatifs, c'est pas bien, le propos haineux, c'est pas bien. Et oui, d'accord, mais qu'est-ce qu'on propose en échange? Quelles sont, en dehors de valeurs abstraites, qui seraient la République, qui serait l'égalité, etc., mais comment, en fait, on arrive à mobiliser aussi fortement dans un récit alternatif? Et un autre point qui est aussi très important, et notamment beaucoup pour nos amis belges, c'est la question de la réciprocité. C'est-à-dire que comment demander à des jeunes de déconstruire en fait des préjugés et des discours complotistes si ce travail ne se fait pas à échelle de toute la société, dont les pouvoirs publics, dont l'État. Et voilà, on est vraiment revenu à plusieurs reprises, n'est-ce pas, mes chers amis, sur la réciprocité, et qui, par exemple, pour un de nos amis et collègues ici belges, est une véritable limite dans son travail, parce que les jeunes sont plutôt désabusés, désillusionnés. Pourquoi il y aurait que nous qui ferions ce travail? Voilà. Groupe Éducation aux médias. Le premier bilan qu'on peut tirer, sur lequel on est un peu tous d'accord, c'est que la première finalité de l'éducation aux médias, c'est d'enseigner l'esprit critique, de ne pas être dupe de ce qu'on lit, que ce soit dans les médias traditionnels ou dans les médias non traditionnels. Donc tout ce que ça implique, notamment en termes de réseaux sociaux, mais de manière beaucoup plus large. Delphine Roucotte, rédactrice en chef adjointe de l'association Entre les lignes, lemonde.fr. Et que enseigner l'esprit critique, c'était aussi, je vais reprendre une expression que j'ai utilisée tout à l'heure, un travail un peu compliqué sur une ligne de crête pour ne pas tomber non plus dans le complotisme total de, ne pas être dupe, mais aussi avoir certaines valeurs auxquelles se raccrocher pour ne pas tomber dans la méfiance totale. On a beaucoup tourné autour de la figure du journaliste et notamment les difficultés qu'il peut y avoir à pas forcément tomber dans les attentes institutionnelles pour une demande de relégitimation du journalisme, des institutions et de la figure d'autorité qui est pas mal. Il y a cette demande qui est extrêmement forte, notamment de la part des enseignants, et qu'il faut vraiment rester sur cette base de notre pratique de dire l'important, c'est l'esprit critique. Il y avait aussi cette idée que c'était très important de remettre en cause l'industrie journalistique, mais pas forcément la figure du journaliste. Il a aussi été évoqué l'idée que peut-être les journalistes ont eux aussi besoin d'éducation aux médias, de se recentrer sur leur pratique professionnelle et sur leur éthique. Et qu'il y a aussi un besoin de créer des outils à mettre à disposition des enseignants et des enseignantes en classe pour pouvoir pérenniser ce travail qui est fait via des interventions ponctuelles pour inscrire l'éducation média dans une démarche sur le long terme. Il y avait une note d'espoir à la fin de votre intervention ici à la Fondation du Roi Baudouin. Il y avait ce sentiment que depuis ces 5 dernières années, il semblerait plus facile, ne serait-ce qu'à la chercheuse que vous êtes sur ces questions-là, de convaincre. Ah oui, c'est très flagrant. Marie Pelletier, enseignante en histoire.
et essayiste. C'est très flagrant. Je pense qu'avant, surtout, il y avait beaucoup de gens qui ne mesuraient pas l'ampleur de ces phénomènes. Il y avait ça. Et d'autre part, beaucoup de personnes qui étaient prises dans une rhétorique conspirationniste. Et moi, je me rappelle quand j'avais donné des conférences, j'étais très régulièrement agressée, etc., par des personnes qui étaient complètement dans cette logique-là. Je trouve que ça se voit moins, globalement. Parce que comme on a beaucoup travaillé sur ces questions, d'abord, la prise de conscience est plus globale. Et j'ai envie de dire, le discours conspirationniste a été quand même un petit peu marginalisé. C'est-à-dire, j'ai presque envie de dire un peu stigmatisé. Et donc, évidemment, ça aide quand même à... Les limites sont un peu plus claires. Et encore une fois, la prise de conscience des dégâts que ça peut faire. Je prenais l'exemple des Gilets jaunes parce que pour moi, ça a été un exemple assez flagrant. De voir que finalement les discours du web peuvent aussi à un moment donné descendre dans la rue et qu'il y ait des passages à l'acte concrets, quoi. Et ça, je pense que les gens s'en rendent de plus en plus compte. Et donc oui, c'est beaucoup plus facile de parler de ces questions. Les gens sont plus réceptifs, sont plus à l'écoute, moins sur la défensive. Voilà, je dirais ça. Ça veut dire qu'on doit, ici, quand on est en train de travailler sur ces terrains-là, dans les milieux associatifs, garder cette dose, pas forcément infinitésimale, d'espoir. L'espoir est très important parce qu'en fait, la crise qu'on traverse actuellement, notamment sur ces questions, c'est une crise du récit, en fait, du récit collectif. Il nous manque un récit qui nous porte, un récit réenchantant un peu. Et donc, je pense qu'effectivement, travailler sur ces questions, c'est aussi reproposer quelque chose de, je ne vais pas dire optimiste, j'aime pas le mot optimiste, mais qui suscite de l'enthousiasme, voilà. Et je pense que là, moi, je fais mon autocritique aussi sur les personnes nous personnes qui travaillons sur le complotisme. On est parfois, très chiant, quoi, très noir, toujours en train de fustiger les discours des autres. Et il faut qu'on ait à proposer quelque chose qui donne envie un peu. Ça, je pense qu'on doit continuer à travailler à ça. Liège-Guillemins et Eupen de 15h56 partira de la voie 12 au lieu de voie 14 de IC. Drôle d'endroit pour une rencontre, Marianne Échette, ici. On est en train d'attendre le Thalys qui va nous ramener à Paris. Toute cette demi-journée d'échange, vous voyez ces associations, vous en tant que délégué général de la Fondation SNCF qui est partie prenante quand même de toute cette opération. 2-3 mots. Écoutez, je suis sur le quai de cette gare grâce à la Fondation du Roi Baudouin et au Fonds du 11 janvier qui ont organisé ensemble une journée rare, c'est-à-dire une journée où entre les associations on se parle, on se découvre, on essaie de voir comment on pourra mettre ensemble nos pratiques. Pour les questions sur le complotisme, sur le développement de l'esprit critique de la jeunesse, pour comment outiller la communauté éducative et sociale. Il y a 2-3 petites choses que vous avez encore en tête, là, dans toutes ces paroles qu'on pu s'échanger, ces rencontres, finalement, cet humain qui était au centre des débats. C'est un sujet immense. On sent que chaque acteur est un peu devant une grande montagne, mais chacun a envie quand même d'y aller, d'y grimper, plutôt plus ensemble que seul, parce que le défi est immense. Maintenant, sur tout ce qui est réseaux sociaux, qui est vraiment au cœur de la problématique, on nous dit que c'est à la fois un poison et un remède. Alors moi, je me dis qu'au fond, il faut peut-être trouver la solution pour que ça soit plus un remède qu'un poison. Il y a un certain nombre de citoyens aujourd'hui qui décrochent du projet commun. Jean-Marie Destré. Si on prend ça comme une fatalité, je pense que voilà, on court vraiment à la catastrophe. Donc notre capacité, nous, Fondation, qui sommes dans le temps long, qui avons le privilège immense d'avoir d'autres sources d'information, qui avons le privilège immense de rencontrer des porteurs de projets qui ont une pêche incroyable, qui sont porteurs d'une vision, eh bien, je dirais, c'est à nous aussi, Fondation, à aider, à faire connaître ces initiatives
et c'est tout le sens des projets soutenus par le Fonds du 11 janvier, nous souhaitons faire connaître ces initiatives pour justement ne pas donner la parole uniquement aux défaitistes, aux collapsologues, mais montrer que, sans angélisme, il y a quand même d'autres manières d'aborder notre société aujourd'hui et que si on le veut, si on est déterminé, si on est courageux, il y a moyen de construire d'autres types de relations qui ne sont pas basées sur la violence conflictuelle, mais qui sont basées sur le respect, sur le dialogue. Fin du premier épisode de cette série originale produite par le Fonds du 11 janvier. Esprit critique, es-tu là ? Remerciements à la Fondation Roi Baudouin pour avoir abrité ces échanges fructueux le 3 juillet 2019 dans leurs locaux à Bruxelles. Merci aussi pour son précieux soutien logistique à la société Thalys. Cette série, produite par le Fonds du 11 janvier, est réalisée par le studio de création Écran Sonore. Montage et mixage Benoît Artaud. Habillage sonore OH. Au micro, Alexandre Hérault. Au cours des 6 prochains épisodes de cette collection Esprit critique, es-tu là ? Nous irons chaque mois à la rencontre de 2 associations ou institutions choisies parmi les quelques 47 projets soutenus par le Fonds du 11 janvier depuis sa création en 2015. Nous y suivrons le travail sur le terrain autour des thématiques abordées lors de ces rencontres bruxelloises que nous avons aujourd'hui tenté de synthétiser sous l'impulsion d'Anne Lescaut, responsable du Fonds du 11 janvier. Retrouvez cette collection hébergée sur Aosha et présente sur toutes les plateformes et agrégateurs de podcasts.